Dans notre dernière vidéo, on avait parlé de l'agressivité dans la pensée de Freud. Aujourd'hui, on va parler de l'agressivité dans la pensée de Lacan. Et on va surtout prendre en compte un écrit, parce qu'il y a un écrit intitulé « L'agressivité en psychanalyse », qui est un compte-rendu d'une intervention de Lacan à un colloque organisé à Bruxelles en 1948. Il y a différentes thèses énoncées dans cet écrit. Voyons une par une. Bon, la première thèse, c'est que l'agressivité est... donc l'intention agressive relève de la subjectivité. Oui, parce que l'agressivité était un thème de prédilection pour le comportementalisme, axé surtout sur l'observation directe, mais l'observation est sur les réactions agressives, alors qu'il y a toute une dimension, et c'est là l'apport principal de la psychanalyse autour de l'agressivité, qui sont une dimension subjective. Et l'intention agressive relève de la subjectivité. Attention, elle peut bien être objet d'études psychologiques, mais à travers une méthode différente, qui est celle du récit à un tiers. Voyez maintenant la deuxième thèse, l'intention agressive. Et ce qui la mobilise est la dislocation des images du corps, de l'image du corps. L'intention agressive, elle se présente le plus souvent dans des relations de dépendance avec d'autres personnes qui nous font de formateurs ou qui font partie de la famille. Là où une entente n'est pas au rendez-vous, n'est pas réalisée, voilà qu'une intention agressive se présente. La mère qui va gronder le fils parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire, tout concrètement. Certainement, parce que ce que l'enfant n'a pas fait, ce qu'il devait faire, touche une corde sensible de la mère. Et là, va se déclencher une intention agressive qui peut déboucher sur une agression, sur une réaction agressive. Il y a d'autres manifestations, d'autres expériences qui amènent à une intention agressive, qui sont, par exemple, l'expressivité d'une personne, du père, par exemple, le papa qui va regarder méchamment l'enfant âgé de 7 ans, cette expression peut lui susciter une certaine peur qui va mobiliser une intention agressive. Et oui, là on revient avec l'importance de l'imago. L'imago, que ce soit l'expressivité du visage ou le corps imposant d'une personne, d'un parent qui va avoir un impact assez fort, assez important sur le psychisme de l'enfant, à l'occurrence. Et il y a certains imagos qui sont particulièrement vecteurs de susciter une intention agressive, qui sont l'imago de libération, de la castration, etc. Ce sont tous des imagos qui rentrent dans cet ensemble qui est le corps morcelé. Et là, on voit bien comment il s'agit d'une dislocation, une possible dislocation du corps, de l'image du corps. Lorsque l'image du corps est en péril, est atteinte, voilà qu'une intention agressive se mobilise. Et ce qui peut mobiliser plus facilement cette atteinte à l'image du corps, ce sont des imagos qui rentrent dans l'ensemble du corps morcelé. Et Lacan évoque le peintre Jérôme Bosch qui met en peinture des tableaux où on voit bien toute une série des imagos du corps morcelé qui sont fort évocateurs
peur de lésion à la propre image du corps. Voyons maintenant la troisième thèse qui est l'importance de l'intention agressive dans les séances, avec le psychanalyste, dans les séances, dans la technique psychanalytique. Car le psychanalyste doit tenir compte, et la méthode même de la psychanalyse tient compte des possibles présences de l'intention agressive. Et cela déjà explique une caractéristique de la relation entre psychanalyste et analysant, qui est le psychanalyste va un peu réaliser l'idéal de la personne qui est détachée, qui est le plus impersonnel possible, qui ne va pas se mettre au même niveau de dialogue avec le patient, avec l'analysant. Et cela est une manière de ne pas se retrouver à une confrontation de moi à moi qui serait une source de possibles conflits et donc pourrait mobiliser l'intention agressive. Mais l'intention agressive va tout de même se présenter du fait même qu'une personne se dévoile, une personne veut que sa douleur repose sur le psychanalyste, se met dans les mains du psychanalyste et donc une partie de son propre amour-propre de pouvoir réussir tout seul est mis en péril, ben cela peut être vecteur également d'intention agressive. Mais il y a la partie la plus importante qui est le vrai vecteur de l'intention agressive et qui n'est pas dans la réelle relation qui se passe entre le psychanalyste et l'analysant, et le transfert négatif. Qu'est-ce que cela veut dire, le transfert négatif? C'est le moment où le psychanalyste va représenter une certaine imago qui suscite l'intention agressive chez le patient. Par exemple, l'imago du père pour l'obsessionnel, qui va devenir une figure qui lui suscite des moments d'agressivité, des intentions agressives. Et là, on peut retrouver pour chaque problématique, l'hystérie, la névrose obsessionnelle et la phobie, certaines dynamiques propres et certains imagos propres aux problématiques. Par exemple, dans le cas de la névrose obsessionnelle, l'intention agressive, elle est partout, mais elle a été méconnue, elle a été camouflée, divisée, splittée, à tel point que le patient même se perd et peut être à tout moment pris par une intention agressive sans savoir la raison. Et la technique psychanalytique, le psychanalyste doit faire en sorte que le patient, que l'analysant ne va pas trouver comme prétexte dans ce qui se dit, dans la manière de ce qui se dit entre les deux acteurs du sitting analytique, comme prétexte pour mettre en route bien l'atteinte même au narcissisme, au moi du patient. Car la caractéristique du moi du patient, du moi en général, c'est de méconnaître, c'est de
d'être dans l'ostentation, c'est d'être dans l'opposition, dans la dénégation. Voilà, donc il faut essayer de ne pas se mettre sur le même registre de dialogue avec le patient pour éviter ce piège où on retrouve un dialogue entre moi, et là on active la propre nature narcissique du patient qui va, la nature propre du moi qui est celle voilà, de se défendre et voilà, de se mettre dans une position d'ostentation, d'opposition, et là l'intention agressive prend forme. Et maintenant, passons à la quatrième thèse qui est la tendance agressive. Et là, Lacan nous dit on passe de l'intention agressive à la tendance agressive, et c'est passer de la phénoménologie descriptive de ce qu'on peut observer directement, par récit, plutôt par récit, à la métapsychologie. Et voyons maintenant donc, cette tendance agressive qui est du côté de la métapsychologie. Il y a un domaine de la pathologie et des problématiques qui est marqué profondément par la tendance agressive, sous toutes ses formes. C'est les psychoses paranoïaques, où la tendance agressive va se présenter sous forme de réaction agressive, d'intention agressive, idées de persécution, d'idées que l'autre empoisonne, qu'il y ait un ressentiment de l'autre et soi-même, et toute forme qu'on puisse imaginer autour que ce soit de l'intention agressive ou soit de la réaction agressive, on les retrouve dans cette forme de problématique. Cette forme de problématique qui est la connaissance paranoïaque, c'est-à-dire le rapport que l'individu a en termes de rapport, de connaissance avec le monde, qui est paranoïaque, eh bien, on le retrouve en germe chez tout le monde, car et c'est là la découverte de Lacan, fait partie d'une étape du développement de l'enfant, qui est le stade du miroir. Dans le stade du miroir, moment où l'enfant va se reconnaître dans le miroir, il se reconnaît avant tout dans une image, dans une imago qui est un autre. Avant d'être reconnu comme soi-même, est un autre. Donc il se reconnaît avant tout dans une imago qui est un autre, et cet autre sera lui. Et là, on voit bien qu'il est, dès le départ, aliéné, et donc l'accès qu'il a directement avec soi ne se présente plus dans l'immédiateté, il a un rapport à travers l'image du corps, l'image qui est une image extérieure, une imago extérieure, qui au départ est un autre. Et là, ça va marquer toutes les relations avec autrui et l'objet, car quand il est confronté, quand il est en relation avec autrui, où le moi se confond avec l'autre, eh bien, les questions également d'objet, de connaissance d'objet et de désir, car on va désirer ce que l'autre a, car je vois l'enfant qui voit un enfant qui est un objet, son moi s'identifie, se confond avec l'autre, lui a l'objet, c'est moi qui ai l'objet. Et là naît cette tension, cette agressivité. Donc l'agressivité, l'intention agressive, donc, qui est ici, d'un point de vue métapsychologique, une tendance agressive pour tout le monde, eh bien, elle est constitutive de la formation du moi, et donc de la relation narcissique. Et là, les trois acteurs, le moi, autrui et objet, sont
liés dans cette tension agressive. Et cette étape du stade du miroir, après, va trouver une issue dans le stade Édipe, lors de la confrontation avec le rival, donc l'enfant qui désire, qui voudrait avoir pour soi, seulement tout pour soi, l'autre parent, la maman pour le petit garçon ou le papa pour la petite fille, bien, va se confronter au rival et va ensuite s'identifier au rival. Et Lacan dit, si on peut hypothéser, on peut faire l'hypothèse que l'enfant s'identifie au rival, c'est parce qu'au départ, il doit bien avoir, dès le début, une question autour de la relation avec soi-même qu'on a comme rival. Le stade du miroir, c'est cela. Je m'identifie avec un autre qui devient moi-même, l'autre, le moi-même qui au départ est un autre, est le rival de moi-même. Dans le stade d'Édipe, là, il y a identification avec le rival, et là surgit, cette identification, l'idéal du moi qui devient pacifiant, qui permet de trouver une médiation entre soi et l'autre, et également pour ce qui concerne le désir. Mais tout de même, cette tension agressive restera pour toujours, car elle est liée à la relation narcissique, au rapport narcissique. Et donc, même dans la vie sexuelle, dans la vie sexuelle du désir sexuel, là également, on retrouve à l'âge adulte cette envie d'avoir comme objet sexuel une femme qui appartient à un autre homme. Donc là, également, le moi se confond avec l'autre. L'autre a cette femme, moi-même, je voudrais avoir cette femme, c'est que l'autre, auquel mon moi se confond, a ce que je devrais avoir. Voilà. Et pour terminer, Lacan, dans la dernière thèse, va faire quelques considérations sur la relation qu'il y a entre cette découverte de la psychanalyse et la société. Dans les sociétés modernes, tout ce qui était propre aux sociétés avant la modernité, comme une série de formes d'initiation, de règles qui étaient acceptées par tout le monde, qui faisaient d'appui à l'idéal du moi, ce qui avait comme fonction pacifiante. En venant moins toutes ces règles, toutes ces formes d'initiation, on se retrouve avec une tyrannie du moi, une tyrannie narcissique, où c'est l'individu qui prime, l'individualisme, et là, l'individu donc se trouve confronté, alors beaucoup plus à cette tension narcissique avec autrui, et donc avec une tension sous-jacente beaucoup plus importante de l'agressivité. Et qui va concrètement se présenter par exemple, dans les luttes de sexe, dans les formes de lutte concernant les minorités, etc. Et pour terminer, il y a le rapport à l'espace. Le stade du miroir, cette identification à la propre image reflétée sur le miroir qui devient formateur du moi, le moi se constitue donc dans l'espace. Dans l'espace, donc non pas à l'intérieur, mais à partir de l'extérieur. Et l'extérieur, doit bien avoir un espace. Le corps dans l'espace. Et ce que le darwinisme avait mis en avant comme observation dans la lutte de l'homme contre l'homme, il y a cette lutte pour
occuper de plus en plus d'espace, ce qu'on retrouve également parmi les animaux. Et on le retrouve certainement chez l'homme qui va vouloir avoir un certain espace de plus en plus important pour éviter cette peur de la lésion de l'image propre qui, dans un espace restreint, l'individu se sent menacé, se sent sa propre image menacée. Ce qui met en tension et suscite l'agressivité, l'intention agressive. Et bien voilà, en ce qui concerne l'agressivité en psychanalyse. Bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.